1er septembre 1939. À bord du cuirassé SMS Schleswig-Holstein, les soldats allemands, au large de Danzig, se mettent en position de tir. La veille, les soldats de la Wehrmacht avaient simulé une attaque polonaise à Gleiwitz, afin de se donner un prétexte pour lancer les hostilités. Cette opération Himmler, qui devait justifier l'attaque de la Pologne, mal préparée, n'aura que peu de portée. Pourtant, Hitler décide depuis longtemps à jeter le masque, choisit de maintenir son attaque, décidé depuis de longues semaines pour le 1er septembre. Il est 4h45. Les soldats polonais présents sur la presqu'île de Westerplatte ne se doutent de rien. En ce vendredi, semblant tout aussi banal qu'un autre. Sur le cuirassé allemand, l'ordre de tir est donné. La Westerplatte est bombardée. Personne ne se doute encore que vient de démarrer le conflit le plus meurtrier de l'histoire humaine, la Seconde Guerre mondiale. Prétextant la reconquête de la ville de Danzig, perdue après la Première Guerre mondiale, Hitler lance pour la première fois ses divisions prêtes à semer la mort sur ses adversaires. La guerre est claire et lancée. Les Allemands, aidés par les Slovaques au sud, à qui Hitler promet des territoires. Au nord, aidés par des forces favorables aux nazis, ils lancent le premier assaut sur le couloir de Danzig. Mais l'attaque la plus terrible vient de l'ouest. La terrible guerre éclair, lancée par les chars de Guderian, a commencé. L'armée polonaise, surprise, est balayée. Et les Allemands commencent une avancée que rien, ni personne ne pourra stopper. C'est aussi le début de ce qui sera le symbole de cette guerre. Le massacre civil. Le 3 septembre, les soldats polonais, faisant face à une révolte de la population allemande, à Bydgoszcz, vont commettre le premier massacre de la guerre. Plus d'1 millier d'Allemands seront massacrés. En représailles, 300 Polonais seront fusillés par la Wehrmacht. C'est le début d'une longue nuit pour la Pologne. Une nuit qui va durer plus de 5 ans. Les forces sont démesurées. Les Allemands sont 1,5 million. Les Polonais, à peine plus de 900 000. Pour un char polonais, il y a 3 chars allemands. Et pour un avion polonais, il y en a 6 qui sont allemands. Les Allemands continuent leur irrésistible avance. Le 9, ils sont sur le Narew, à moins de 150 km de Brest-Litovsk, leur destination. Mais les Polonais refusent la défaite. Et le même jour, dans l'attente d'une intervention alliée qui n'arrivera jamais, ils lancent une offensive sur la rivière Bzura. L'attaque surprend les Allemands. Mais malgré cette attaque audacieuse, que faire devant 5 divisions motorisées et 15 divisions allemandes? Rien. Les Polonais, après ce bref succès, ne faisaient que retarder l'inéluctable. Ils doivent se replier sur Varsovie, au prix de 18 000 morts et plus de 170 000 prisonniers. Le 22 septembre, c'est la fin de cette bataille. Les Polonais sont balayés, encore une fois, par la Blitzkrieg. Pourtant, la Grande Varsovie, sous les assauts des chars depuis le 8 septembre, résiste et repousse l'envahisseur. Et Varsovie va tenir tête au fascisme. Elle le paiera au prix fort. C'est alors que la guerre va prendre une tournure inattendue. Le 17 septembre, alors que tous les regards sont portés sur l'Allemagne hitlérienne, l'armée rouge se met en marche. L'URSS est en guerre. 500 000 soviétiques, 4 500 chars et 3 300 avions
viennent mettre fin à la résistance sans espoir de la Pologne et se délecter du cadavre. La résistance, éparse, sera balayée. Les Russes vont piller le reste de la Pologne, faisant jonction avec leurs alliés d'alors, les Allemands, à Brest-Litovsk, qui est tombé le 17 septembre, après 3 jours de rude combat. Les Allemands vont alors se retirer. Mais pourquoi ? Le pacte germano-soviétique prévoyait dans une de ses clauses que les deux puissances se partagent la Pologne. Hitler et Staline voyaient chacun un intérêt à cette alliance qui sonnait faux dans tous les camps dès le début. Pour le premier, il s'évitait pour un temps des problèmes avec un adversaire à l'Est, évitant un encerclement comme durant la Première Guerre mondiale. Enfin, ce nouveau front était voulu par Hitler, pour pouvoir mieux attaquer son ennemi de demain. Pour le second, il fallait gagner du temps, le plus de temps possible, afin de former l'armée rouge, qui avait été décimée par le dictateur entre 1936 et 1938, dans une campagne d'épuration, les purges staliniennes qui mena à la mort de plus de 680 000 Russes. Et pourtant Varsovie, à l'image de ses soldats, est exténuée, encerclée de toutes parts, semble impuissante et à bout de souffle. Mais pourtant, elle résiste. Elle continue de se battre avec l'énergie du désespoir. Le 22 septembre, la mort et la défaite qui entouraient la ville vient désormais du ciel. La ville sera bombardée sans relâche, réduite à l'état de ruine par la Luftwaffe de Göring. 30 000 personnes, dont 25 000 civils, trouveront la mort dans ces bombardements. La ville a faim. Elle a soif. Elle a froid. Et ses soldats n'ont plus de munitions. Le 28 septembre, Varsovie, capitale de la Pologne, capitule. Elle est la première d'une longue série à tomber sous la botte de Hitler. Les Polonais, quant à eux, comprennent qu'il n'y a plus d'espoir. Et pourtant, les Polonais seront 30 000. 30 000 braves à n'avoir pas voulu lâcher et avoir franchi la frontière avec la Roumanie, s'enfuyant jusqu'à Alexandrie, en terre britannique. Et surtout, ils n'ont jamais capitulé. Un gouvernement en exil se forme, établi à Angers, en France. Même expulsés de leur pays, ces soldats ne capituleront jamais devant l'ennemi. Mais que faisait la France ? Que faisait le Royaume-Uni ? Les Polonais, à qui l'on avait promis de l'aide, n'en eurent pas plus qu'ils n'avaient reçu de chance de tenir, à savoir presque aucune. Que font les démocraties face à cette ombre qui s'abat sur l'Europe et contre laquelle le combat a officiellement commencé ? Ont-ils peur ? Ont-ils un plan ? Sont-ils capables de s'opposer au nazisme ? Albert Einstein a dit que le monde ne serait pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Les Français et les Britanniques ont-ils regardé la guerre faire ses ravages sans rien faire ? Réponse dans le prochain épisode de Chroniques de guerre.